aujourd'hui on est avec Joachim, notre chroniqueur du jour, Salut Benjamin. et on est avec Léo, Enchanté Benjamin. donc Léo Liègre qui est recruteur. On va pouvoir en parler plus en détail, on va le présenter directement pour que vous sachiez qui c'est. Donc Léo, tu es recruteur sur la région Bretagne-Pays de Loire, C'est ça, exactement. et donc tes sujets ça touche de l'agroalimentaire jusqu'à l'aéronautique. Globalement, ça comprend aussi bois, plasturgie, métallurgie. Donc oui, en effet, agro, c'est vraiment une vaste palette de secteurs d'activité. D'accord, donc si je comprends bien, comme on en a parlé avant, en off, tu t'es pas très axé sur des sujets comme la médecine ou l'informatique, puisque ça a l'air d'être des sujets. C'est ça, qui sont très particuliers, très de spécifiques. niche, ouais, voilà, de niche et spécifiques. Donc D'accord. on est plutôt sur des secteurs où on va retrouver des compétences qui sont transversales, comme du management, des besoins en mécanique, en électricité, en gestion de projet, ce genre de choses qui peuvent être communes finalement à différentes activités. D'accord, merci. Donc, si on t'a fait venir ici, c'était pour parler donc, voilà, du recrutement de ton côté. Ça peut intéresser certaines personnes, le recrutement, on en parlera tout à l'heure. Mais c'est aussi pour parler pour les jeunes qui veulent se faire recruter après leurs études. On va commencer par une petite chronique. Donc je sais pas si vous avez vu les gens qui étaient là la dernière fois, on a le panneau de l'entrée de Saint-Barthélemy qui a été retourné, si vous avez la référence. C'est assez marrant, il a été remis à l'endroit aujourd'hui même. Et on voulait parler donc d'une chronique sur l'IA. On a aperçu il y a pas longtemps une IA qui finit les images. Donc moi j'avais vu les flipbooks. Est-ce que tu connais les flipbooks? Tu sais, c'est des petits livres où on va faire défiler avec le pouce. Ok. Et donc on va voir les images qui se font petit à petit. J'avais déjà vu une IA qui finissait entre les images, l'image entre les deux, qui recollait pour passer par exemple de 30 fps à 60 fps, pardon. Mais là on a quelque chose d'encore plus avancé. On a une IA qui va faire une danse avec des personnes à partir d'une seule image. Donc on est sur une pause comme ça par exemple, et l'IA va générer des danses un peu comme TikTok ou des choses comme ça. Qu'est-ce que ça vous inspire? Parce que moi ça me fait plutôt peur pour l'instant de voir qu'on peut faire n'importe quoi avec moi si on a une photo. Est-ce que ça te fait ressortir des choses, Léo ou Joachim? Il y a déjà le deepfake, ce genre de choses C'est avec ça. l'IA, donc ça rejoint un petit peu. C'est exactement ça, ouais. Ça peut faire peur. Ça peut faire peur, je comprends. Donc ouais, c'est un peu... En fait, avant, on savait bouger le visage et maintenant on peut faire bouger tout un corps, c'est ça? C'est ça, ouais. On peut vraiment reprendre le corps. On peut voir... j'ai noté, hein, on s'est inspiré du coup de la vidéo de Corben, avec un Korben. Si vous cherchez sur internet, c'est quelqu'un d'assez connu qui a utilisé l'application. Il a utilisé Agen, mais on peut rapidement trouver sur internet par exemple Magic Animate, qui se base sur un modèle qui s'appelle DAL 3. Et en fait il va reprendre voilà, la forme de la personne. Il va prendre une forme basique shapée qui existe, et il va créer des mouvements avec la forme de la personne. Et c'est un peu réaliste C'est complètement réaliste. Ok. Si vous regardez sur internet, c'est bluffant. On peut voir que voilà, on a du mal des fois à déceler la réalité du vrai. Je On a suis toujours... très curieux de pouvoir voir ça. voilà, on n'a pas pu l'afficher ici malheureusement, mais voilà, tu pourras regarder de toute façon ce soir. On a toujours un texte de référence avec cette IA, c'est ça qui est intéressant. Il va nous donner le contexte qui est censé être la vidéo. Par exemple, nous, ce sur quoi on est tombé, c'était femmes faisant du yoga dans l'univers. Donc on avait une femme qui faisait du yoga, on la voyait bouger, voler un petit peu. Moi ça me fait hésiter aussi, est-ce qu'on doit développer encore l'IA? Est-ce qu'on est dans la bonne voie? Est-ce que les lois vont suivre assez vite? Est-ce que les lois vont suivre assez vite? C'est une bonne question. Après, est-ce qu'on doit s'arrêter? Pourquoi on devrait s'arrêter finalement? C'est la grosse question. On est amené à évoluer, d'ailleurs dans ton métier du coup, c'est amené à évoluer, hein, les métiers changent rapidement aujourd'hui. Complètement. Je voulais faire une transition avec l'interview en parlant d'un Anglais, un apprenti conducteur. Il s'est repris à 59 fois pour avoir son permis. Je voulais insister là-dessus pour vous dire que
comme dans le recrutement, il faut pas lâcher. On peut Exactement. rater 10 000 fois et y arriver au bout d'un moment. Donc, prenez exemple sur cet anglais Exactement. pour réussir dans vos études. On va commencer tout simplement avec un jeu de questions-réponses vraiment pour cerner le recrutement. Le recrutement, c'est, ce n'est pas. J'espère que tu connais le principe. Donc on va commencer avec le recrutement, c'est, ce n'est pas l'action qui permet d'agrandir les effectifs d'une entreprise. C'est l'action qui permet d'agrandir les effectifs d'une Ça entreprise. paraît plutôt évident. C'est un moment où le candidat risque de tout perdre. Ce n'est pas un moment où le candidat risque de tout perdre. Au contraire, c'est plutôt un moment où on va pouvoir renégocier son salaire, avoir de nouvelles missions, peut-être davantage de responsabilités. Donc c'est plutôt un moment riche plus qu'un moment où on a tendance à tout perdre. Sur cette question, est-ce que on doit toujours négocier le salaire? Est-ce que c'est toujours un sujet? Est-ce que c'est tabou? Alors, c'est un petit peu au cas par cas, dans le sens où en sortie d'école, vous n'êtes pas forcément en position de force, je pense, pour négocier votre salaire. C'est le moment où vous allez gagner de l'expérience, vous allez faire davantage de missions, certainement plus qu'en école, et appliquer ce que vous avez pu apprendre. Donc le meilleur moment pour négocier son salaire, c'est après une première expérience de 3-5 ans, je dirais. Là, vous avez suffisamment de bagages pour derrière faire valoir un petit peu votre expérience et renégocier le salaire. Est-ce que ça varie en fonction des métiers ou alors c'est vraiment une généralité qu'on peut appliquer partout? Ça varie en fonction des métiers. Les métiers un peu plus de terrain, je pense à des mécaniciens agricoles ou ce genre de choses. Il n'y a pas forcément de négociation qui peut se faire. Souvent, il y a des grilles bien spécifiques à respecter. Mais sur les métiers un petit peu plus capés, donc avec un peu plus de compétences tout simplement, là en effet, on est plus en position de force avec un certain bagage finalement. D'accord, merci. On a une troisième question. Est-ce que le recrutement, c'est ou ce n'est pas un truc super compliqué? C'est un truc super compliqué, point de vue recruteur. Après, j'imagine côté candidat aussi, quand on est beaucoup sollicité. Mais c'est vrai qu'on s'attend à ce que le recruteur ne fasse que recruter, mais nombreuses sont les tâches qui viennent s'ajouter à notre journée. On ne fait pas que sourcer des candidats à longueur de temps. D'accord. Donc toi, tu es engagé par les entreprises. Exactement. Voilà. Donc, je fais partie d'un cabinet de recrutement. On est vraiment externe en fait à l'entreprise. On intervient pour des besoins bien spécifiques. On va généralement chasser des personnes qui sont en poste ou sorties d'études bien particulières pour justement des projets. Donc on n'est absolument pas interne à l'entreprise et il faut bien avoir connaissance, d'où le fait que vous soyez aussi sollicité souvent en sortie d'école par une multitude de recruteurs. Et quelquefois pour le même poste d'ailleurs, parce que une seule entreprise fait quelquefois appel à plusieurs cabinets, donc on peut se retrouver. J'ai un ami qui a eu le cas particulièrement qui est à l'ESEO exactement, et qui a été sollicité absolument par tous les cabinets possibles. D'accord. Et quelquefois pour le même poste par plusieurs cabinets. Donc un petit peu anecdotique, mais... Du coup, ton cabinet, il s'occupe de plusieurs entreprises à la fois? Oui. Complètement. D'ailleurs, Ok. on est un cabinet généraliste dans le sens où on intervient tant sur des fonctions support, RH, que sur des fonctions techniques, ingénieur, amélioration continue, agroalimentaire, ce type de poste. C'est vraiment le consultant qui, lui, est spécialisé, en fait, en fonction des métiers sur lesquels il intervient. D'accord. Et chaque entreprise, ça peut être des entreprises sur des thématiques différentes. Oui, complètement. Complètement. On a vraiment toute typologie de besoins. Ça va vraiment de l'opérateur jusqu'au directeur de site finalement. Donc une palette assez large. J'ai envie de te poser la question, Léo. Est-ce que le recrutement, c'est un métier passionnant? Complètement. Je suis tombé dedans un petit peu par hasard. Et très belle surprise, très belle surprise. Donc souvent, rares sont les personnes qui ont vocation à faire du recrutement, mais c'est passionnant, c'est prenant, parce qu'on apprend tous les jours. On nous sollicite pour des besoins dont on ne pouvait même pas avoir conscience quelquefois, sur lesquels du coup on travaille, on échange avec plein de candidats, c'est très enrichissant au quotidien. Donc complètement. De par la rencontre d'entreprise aussi, j'imagine. Exactement, de par les déplacements qu'on peut faire, les visites d'entreprise qu'on peut faire, les rencontres candidats, clients, c'est vraiment enrichissant au quotidien sur tous les plans. D'accord. Est-ce que du coup c'est un métier qu'on envisage de faire toute sa carrière ou c'est quelque chose, parce que tu as l'air assez jeune, je crois que c'est ton premier métier, c'est ça? Non du tout. Enfin, Non. j'ai fait quelques petits jobs à postes, côté, voilà, quoi. ça, quelques petits jobs D'accord. en amont. C'est mon cœur de métier, on va dire aujourd'hui, mais
Et ta question c'était excuse-moi. C'était, est-ce que du coup on envisage de faire ce métier pour une carrière ou est-ce qu'on pense changer à un moment donné? Est-ce que tu es au top de ce que tu veux faire aujourd'hui? Alors, on tend toujours vers du mieux, donc sincèrement, je pense pas que ce soit une finalité que de s'arrêter à faire du recrutement. Après, il y a une multitude de projets derrière qui peuvent se faire. Moi, j'aimerais beaucoup faire du conseil aux entreprises par la suite, puisqu'on aborde tellement de thématiques différentes, tellement de sujets, tellement de problématiques. Que le conseil c'est quelque chose qui m'intéresse, mais comme manager également, pourquoi pas derrière se détacher un petit peu du recrutement et évoluer vers des fonctions de plus de gestion, avec une équipe dédiée justement au recrutement, et donc être plutôt là en supervision, faire valoir cette expérience que j'ai pu avoir sur le terrain finalement. Donc il y a une multitude de possibilités envisageables. Pour ceux qui nous regardent du coup, est-ce que c'est important d'avoir faire une certaine filière pour être recruteur? Pas nécessairement. Ce qu'il faut, c'est apprécier l'humain avant tout et suivre un petit peu les opportunités. Sincèrement, on peut rentrer dans le recrutement. Je suis tombé dedans par hasard, donc on peut y arriver à tout moment. Il n'y a pas besoin de qualification particulière. Il faut vraiment en avoir envie et apprécier l'humain. Ça, c'est deux choses qui sont inévitables et dont on a vraiment besoin au quotidien pour être recruteur. Merci Léo. On a une question du chat qui vient d'être posée, qui reprend peut-être un peu ce qu'on a dit au début. Dans quel métier es-tu spécialisé? Alors, j'interviens surtout, j'interviens sur la division ingénierie technique. C'est vraiment la dénomination qu'on a choisi de donner, puisque ce que je vais toucher comme population principalement, ça va être des techniciens et des ingénieurs. Donc ingénierie technique, aussi simple que ça. Après, dans tous les domaines, je vais intervenir sur aussi des automaticiens, sur des directeurs de sites, sur des responsables logistiques, donc toute la partie supply chain. J'interviens aussi sur toute la partie bureau d'études pour les dessinateurs, projeteurs, responsables BE, techniciens BE. C'est vraiment j'ai envie de dire que tout ce qui est technique m'intéresse, donc je me fixe pas de barrière et si toutefois vous êtes issu du technique, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je serais ravi de pouvoir échanger avec vous. Voilà, donc pour une petite pub, c'est Léo Liègre, vous pouvez le retrouver sur LinkedIn, Liègre, Liaigre. On a maintenant des questions plus larges sur le recrutement et on viendra après sur des questions plus techniques ingénierie. Très bien. Je voulais te demander, est-ce que le recrutement, ça se limite à l'examen des compétences techniques? Non, du tout. Disons que pour le sourcing, en revanche, quand on va aller chercher les candidats, souvent on va se baser sur la partie technique, les compétences dont on a besoin. Mais derrière vient la localité du poste, est-ce que ça implique de déménager, est-ce que ça implique des contraintes particulières, donc il faut aussi en avoir conscience et on ne va pas se baser que sur les compétences en effet. Après évidemment l'entreprise, le client est le décisionnaire final, donc nous on ne fait que solliciter et ça ne va pas se baser que sur les compétences. On en parlait tout à l'heure justement, oui, c'est vrai que du coup toi tu n'es pas le décisionnaire final. Exactement. Ça peut faire varier certains points. Exactement. On imagine que lorsque l'entreprise a son propre RH, il y a ce biais-là aussi qui existe, mais il peut être différent. J'ai une deuxième question qui vient directement. Est-ce qu'on peut se faire recruter sans CV ? On peut se faire recruter sans CV, c'est une très bonne question d'ailleurs, parce que beaucoup de mes clients sur la partie industrie agroalimentaire le font aujourd'hui. Alors pour des postes un petit peu moins qualifiés, dans le sens où des opérateurs de production, ce type de population, aujourd'hui il n'y a plus cette nécessité d'avoir de CV. Après pour des postes à plus haute valeur ajoutée, si je peux dire, il y a toujours ce besoin d'avoir une synthèse finalement du parcours du candidat. Et on va parler du coup de portefeuille de compétences peut-être aussi ? Oui, complètement. Portefeuille de compétences, il y a vraiment besoin d'avoir cet élément en fait pour avancer sur l'entretien, faire quelque chose de constructif et puis s'assurer que tous les points ont été bien vus par le candidat et voilà, qu'il n'y ait pas que du bullshit si je puis dire, parce que on le voit quelquefois aussi au quotidien et c'est pas toujours agréable. Donc la fraude... La fraude, ça existe beaucoup dans ce milieu ? Ça arrive, c'est pas ce qu'il y a de plus fréquent, mais ça arrive, en effet. Ouais. Ok. Ça arrive. Merci. J'aimerais savoir, c'est quoi les principales qualités d'un recruteur ? Il faut être patient, parce que souvent on nous sollicite pour des besoins bien particuliers, pour lesquels nos clients n'arrivent pas à faire le nécessaire, tout simplement. Donc c'est souvent des process très longs, avec des chasses de candidats qui peuvent prendre longtemps pour trouver la compétence clé qui va permettre de débloquer entre guillemets le projet finalement. Donc non, faut avoir beaucoup de patience, Comme je disais tout à l'heure, je reprends un petit peu ce que je disais, mais faut aimer l'humain.
Ça, c'est une compétence primordiale. Et puis, il faut être réactif. Dans le sens où on est quand même dans un milieu qui est très concurrentiel. Aujourd'hui, nombreux sont les cabinets de recrutement qui sont sur le marché. Donc, on a besoin d'être le premier sur le sujet. On a besoin d'apprécier l'humain et voilà, de vraiment être présent et d'avoir aussi une expertise, une certaine appétence et une certaine expertise des métiers qu'on va traiter. C'est important pour créer une relation de confiance, que ce soit côté client, côté candidat. D'accord. Du coup, tu es obligé de connaître à peu près tous les métiers, de te renseigner sur tous les métiers que tu veux recruter. Complètement. Donc du coup, ça très bien, parce que du coup, il faut être curieux aussi. En effet, faut pas se contenter de ce qu'on a, faut aller chercher les informations. Faut pas hésiter à solliciter les bons interlocuteurs pour avoir toutes ces infos. Donc non, faut être très curieux et s'intéresser à un maximum de choses. Donc j'imagine que le recrutement, ça se limite pas à des critères objectifs. Qu'est-ce que tu entends par... Alors moi, quels seraient les critères subjectifs? Je me disais, j'imaginais beaucoup en recrutement RH au début, donc que tu étais le principal décisionnaire, mais du coup c'est vrai que non. Je me dis, avec un feeling, avec une personne, on peut aussi se dire, tiens, cette personne, elle va aller dans l'équipe parce que elle parle bien, parce qu'on va bien s'entendre, on va rigoler, surtout que tu dois peut-être faire des recrutements pour des équipes plutôt petites. Complètement. Après, il y a cette question du feeling. Ça, malheureusement, c'est pas à moi de dire s'il y aura feeling ou non avec l'équipe, parce que je connais pas tous les acteurs non plus du projet. Ça, c'est plutôt le client, mais en l'occurrence, bien souvent, on nous remonte ces questions de feeling. C'est très important de faire bonne impression, parce que ça peut jouer sur la décision qui sera d'embaucher ou non la personne. Le feeling peut être pris en considération. C'est pas le cas partout et c'est pas le cas dans tous les projets. Okay. Quelquefois on a besoin de compétences bien particulières, auquel cas on va faire l'impasse sur le feeling, mais on me le remonte, c'est vrai, plusieurs fois que bon feeling, mauvais feeling, auquel cas on avance ou on n'avance pas. Donc ça confirme le fait qu'il ne faut pas venir en jogging. Ça confirme le fait qu'il ne faut pas venir en jogging, faire un minimum attention, et puis surtout se briefer avant l'entretien, en fait, se renseigner un maximum sur les valeurs que va prôner l'entreprise, le projet si on a les informations, pour mettre en valeur ce qu'on peut apporter à ce fameux projet. Et toujours sans mentir du coup. Exactement. On y revient. Exactement. Mettre en lumière sans mentir, ouais. Alors pourquoi quelquefois on a plusieurs entretiens pendant le recrutement ? Eh bien justement, souvent c'est pour des postes à plus haute valeur ajoutée. On va rencontrer plusieurs personnes aussi. Et ces personnes justement qu'on va recruter va avoir plusieurs interlocuteurs, va côtoyer plusieurs services au quotidien. Et c'est important quelquefois que de faire valider les compétences par l'ensemble des services. Que ce soit la qualité, que ce soit... enfin voilà, peu importe le service, finalement, quelquefois il y a nécessité de faire rencontrer le candidat à l'ensemble des interlocuteurs qu'il aura. Donc ça peut expliquer plusieurs entretiens quelquefois. D'accord, et donc c'est vrai qu'on peut être stressé suite à la réponse un peu longue, etc. Justement, c'est ce qu'on se tue à dire à nos clients. L'idéal souvent c'est de recruter rapidement. Puisque sinon ça laisse aussi le temps aux candidats d'être sollicités par d'autres personnes, exactement, et puis ça peut laisser un sentiment de doute, donc ça n'accélère pas forcément le process et ça met pas toujours en confiance, donc on se tue à dire à nos clients de faire le nécessaire rapidement. C'est important de donner des réponses rapides. Merci Léo. Je vois qu'on a une question du chat juste là. Qu'est-ce qui fait la différence entre deux candidats avec différentes les mêmes conditions peut-être à compétences égales, disons. Ouais, voilà. À compétences égales, quelquefois il y a une question de projection. On va plus facilement imaginer que la personne A, qui est à 5 minutes du site, va rester 10 ans chez nous, que la personne B qui a malheureusement 30 minutes de route à compétences égales, j'entends. Oui. C'est la projection finalement, peut-être la durabilité, la volatilité aussi des candidats. C'est-à-dire qu'à compétences égales, si la personne A a fréquenté 2 entreprises et la personne B en a fréquenté 5, automatiquement je vais plutôt me porter, je pense côté client, je pense pouvoir parler... Ça dépend forcément des entreprises, j'imagine. C'est ça, je pense pouvoir parler au nom de la plupart, mais dans le sens où on va essayer de se projeter un maximum, et donc c'est ces critères au-delà des compétences qui vont jouer. D'accord. Est-ce que la demande de salaire, tu penses que ça influe si on négocie le salaire Ça peut jouer complètement, parce que bien sûr pour la plupart des cas, il y a des grilles à respecter, c'est pas toujours le cas. Mais en effet, quand il y a des grilles à respecter, quelquefois le salaire peut jouer, et auquel cas, à compétences égales, on prendra certainement la personne
la moins gourmande, si je peux dire. D'accord. Donc oui, en fonction des compétences, ça. Il y a aussi peut-être l'entretien, suite à l'entretien, à compétences égales, on peut se dire qu'il y a un profil qui peut mieux matcher un poste. C'est ça, exactement, qui peut mieux matcher. Puis quelquefois aussi, il y a la question de la disponibilité. À deux profils égaux, finalement, si on peut en intégrer un demain et l'autre dans 3 mois, le choix, c'est plutôt... Ça dépend vraiment de tellement de facteurs, et c'est là où le consultant a tout son rôle à jouer, c'est de pouvoir faire le lien, mettre en relation les bonnes personnes, gagner un maximum de temps et cibler les postes qui ont de l'intérêt pour le candidat. Je rebondis du coup sur ce que tu viens de dire. Moi, j'ai postulé à 2 entreprises et je dois donner une réponse. Comment est-ce que j'annonce à l'une d'entre elles que je ne prends pas son poste en fait? Alors déjà, tout le monde ne le fait pas, de donner une réponse justement. Quelquefois on accepte une proposition et on fait un petit peu profil bas et voire silence radio pour cette deuxième entreprise, et c'est ce que je déconseille puisque ne sait-on jamais, faut pas se fermer de porte. Donc l'idée c'est de faire un coup de téléphone dans l'idéal pour informer le ou la personne en charge du recrutement chez l'entreprise, sinon un mail, des plus cordiales, et si possible expliquer les raisons de votre refus et pas un simple le salaire est mieux chez votre concurrent. Voilà, détailler un petit peu pour rester engagé de bonnes relations, même si toutefois vous avancez pas avec cette entreprise. Alors moi j'ai un peu de soucis avec ça, je me dis si on explique pourquoi on est parti chez l'autre, c'est vrai qu'on peut quand même se faire mal voir par l'entreprise, j'imagine. Mais pas nécessairement, parce que la transparence paie toujours, ça c'est quelque chose que j'ai appris dans le recrutement, donc on n'a rien à cacher. Au contraire, ils seront contents de savoir peut-être que... Tu as eu les retours justement des entreprises? Complètement. On fait un peu de benchmark, c'est-à-dire que mes clients me disent est-ce que vis-à-vis d'un tel on est bien positionné niveau horaire, niveau conditions salariales, que ce soit la mutuelle, etc., le salaire. Donc c'est intéressant que le candidat puisse faire des retours aussi, même si c'est négatif, parce que ça va lui permettre peut-être d'améliorer les processus, les conditions, de proposer plus de missions si toutefois c'est ce qui manquait, donc de s'améliorer tout simplement. L'analyse statistique basique de l'entreprise. Exactement. Et donc quel est l'impact d'une mauvaise image, mais cette fois sur les réseaux sociaux, lors du recrutement? Pour un candidat ? Pour un candidat, c'est ça. Pour un candidat, en l'occurrence, ça peut être décisif. Ça peut être décisif. À ce point-là, ouais. Toutes les entreprises ne sont pas sur les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn ou autre, mais voilà, vaut mieux prendre des précautions et que ça évite de porter préjudice. Parce que en revanche, les recruteurs comme moi, on est tous les jours, c'est nos outils, c'est vraiment nos outils au quotidien, les réseaux sociaux, donc surtout LinkedIn et puis des CV Tech, mais l'idée c'est d'avoir une image la plus propre possible pour pas que ça nous mette en porte-à-faux, tout simplement. Mais justement, est-ce que si j'ai une photo de moi un peu bourré en soirée sur Instagram, c'est grave ou... Alors grave non, mais je peux que déconseiller. Après, voilà, il faut aussi savoir vivre et s'amuser, donc ils sauront certainement l'entendre si tu as le profil idéal, mais voilà, je peux quand même... Vaut mieux mettre en privé et puis garder dans son téléphone, j'imagine. Exactement. Alors une fois que j'ai passé l'entretien, mais que je suis accepté, pardon, est-ce que je suis dans l'entreprise directement? Comment ça se passe? Quel est le... Tu termines l'entretien, tu acceptes du coup leur proposition, c'est ça? Ouais, c'est ça, complètement. Alors, théoriquement, en sortie d'études, tu es censé être disponible, donc l'intégration peut se faire très rapidement. En effet, après, c'est pas dès la sortie d'entretien où tu vas te retrouver à exercer 100% de tes missions, évidemment, mais après, c'est l'idée de pouvoir corréler tes disponibilités avec les besoins de l'entreprise, et l'intégration, ça se fait généralement sur plusieurs semaines, pour ceux qui prennent le temps et soin de le faire. C'est important pour fidéliser et pas se retrouver avec... des candidats qui intègrent, qui sont la tête sous l'eau au bout de 2 semaines et qui sont découragés et qui reprennent leur recherche alors que le poste et les conditions leur étaient très favorables, quoi. Donc ça permet de ne pas être perdu et du côté candidat de se dire voilà, je suis accompagné jusqu'au bout. Exactement, et puis ça permet de se sentir valorisé. Je veux dire, les ressources humaines sont vraiment le moteur de l'entreprise. Je veux dire, s'il n'y avait personne, il n'y aurait pas d'entreprise. Donc il faut les chouchouter, les bichonner pour qu'ils restent et qu'on n'ait pas derrière à aller chercher de nouveau. Parce qu'un recrutement, ça a un coût. Plus on y passe du temps, plus il y a de manque à gagner.
Et tout ça, ça peut faire de rondelettes sommes. Est-ce qu'on peut avoir des fourchettes de prix côté recrutement, côté... Disons que tout dépend du projet, mais si on a un candidat qui n'est pas à son poste, qu'on doit engager un recrutement pour lequel on met plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ça peut entraîner des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros de manque à gagner côté client, quoi. Ok. Ouais. On se rend pas forcément compte de l'impact du recrutement. Bien sûr, c'est pour ça qu'on doit fidéliser les ressources qu'on a, faire en sorte de les fédérer, qu'elles se sentent bien au travail pour justement avoir à éviter de se retrouver avec un trou dans son équipe, des personnes en surcharge de travail, puisque dès qu'on a un départ, ça se fait ressentir dans une équipe tout de suite. Ça peut casser une chaîne de production. Exactement, la charge de travail n'est pas la même pour tout le monde, donc peut-être que tout le monde va penser au départ aussi, et on se retrouve dans des situations très particulières. On a une question du chat qui demande, est-ce que LinkedIn c'est très important? Quelle est l'importance de LinkedIn dans un recrutement en fonction peut-être des métiers ou en fonction de... J'aurais tendance à dire que ça dépend un petit peu des métiers, mais avec la tendance en ce moment, il y a besoin d'un compte LinkedIn, peu importe votre profession. C'est un moyen d'être visible, c'est une vitrine en fait sur votre parcours, et c'est ce qui va permettre aux recruteurs de vous solliciter. Donc je peux que conseiller d'avoir un LinkedIn qui est à jour, qui est étoffé, si ce n'est plus que sur votre CV, pour qu'on sache ce qui vous intéresse, ce qui ne vous intéresse pas, au-delà de vos compétences. Ça permet de cibler et d'avoir des approches de recruteurs qui seront pertinentes et pour des projets qui vous intéressent. Et où tu placerais le minimum photo, partage de publication, quel serait ton minimum à peu près Photo, ça peut paraître insignifiant, mais je pense que c'est quand même hyper important. Ok. C'est quand même hyper important. Et ensuite, j'aurais tendance à dire des likes, reposter, poster si on a des sujets qui nous tiennent à cœur, et puis si on peut parler un petit peu de l'actualité, de ce qui se passe. Être actif, quoi. Exactement, un minimum d'activité. Et puis c'est pareil, ne pas hésiter à candidater via LinkedIn, puisque le fait de candidater sur LinkedIn vous rend visible auprès des recruteurs. Chose qu'on ne voit pas forcément côté utilisateur, mais le fait de candidater à des offres va faire remonter votre profil, vous serez à l'écoute, et à ce moment-là, ce sera plus facile d'aller vous chercher sur LinkedIn. C'est sympa de savoir ça, parce que c'est vrai qu'on n'est pas forcément au courant. Exactement. C'est pour ça qu'on t'a invité d'ailleurs, hein, c'est pour avoir tout ce genre de petites remontées. Et on voudrait passer plus sur l'ingénierie et la technique. Très bien. Donc, est-ce que tu peux nous redire qu'est-ce que ça comprend l'ingénierie et la technique, même si on l'a brièvement dit tout à l'heure? Ingénierie technique, c'est vraiment la dénomination qu'on a donnée à la division. Ouais. Ça va des métiers donc de technicien, hydraulicien, voilà, des profils BTS et plus, on va dire. D'accord, bac plus 3 en fait. Exactement, Okay. Jusqu'à l'ingénieur. Et alors là, c'est pareil, vaste sujet, puisqu'il y a beaucoup de formations, beaucoup de besoins, donc ça peut aller de l'ingénieur en mécanique industrielle à l'ingénieur en système embarqué, en QHSE, en qualité, il y a vraiment beaucoup de sujets, donc c'est difficile de mettre des mots dessus, puisque voilà, c'est au quotidien, et puis tous les jours on m'apporte de nouvelles missions, donc voilà, vaste sujet. Et alors, comment on traite les questions de valeur? Je voulais parler de sujets qui me touchent moi personnellement quand j'ai fait des recherches entreprises. Donc par exemple le nucléaire, l'armement, l'environnement. Auprès du candidat, auprès de l'entreprise avec laquelle tu travailles, comment est-ce que tu traites ce genre de questions au quotidien? Alors, quel type de questions exactement? Oui, pardon, excuse-moi. Je voulais demander, donc par exemple, quand on veut postuler à une entreprise, on va se dire est-ce que je suis légitime ou est-ce que je vais me plaire dans cette entreprise par rapport à justement ces questions-là. Est-ce que je vais pas être dégoûté parce que y a du nucléaire et ça me plaît pas, ou de l'armement Alors, si ton profil est adapté, tout ce que je peux te conseiller, c'est de candidater. Parce que l'information est gratuite, et tu me disais est-ce que je candidate, est-ce que je vais être adapté, est-ce que je suis légitime? Avant de se poser cette question, il faut candidater. Tu vas savoir si tu es légitime si on t'appelle,
dans le sens où ton profil plaît, tu as les compétences sur le papier, j'entends. Donc on va t'appeler et ces questions de valeur, tu peux les voir à l'entretien, tu pourras en discuter avec... pour te rassurer. Exactement. Et puis, ouais. Avec les RH, il y a des visites généralement qui s'organisent pour les besoins un petit peu plus de terrain, des rencontres avec des futurs collègues. Tu pourras échanger sur des problématiques qu'ils rencontrent au quotidien et c'est ce qui va te rassurer, savoir si tes valeurs correspondent à celles de l'entreprise. C'est vraiment de te rendre sur place, de rencontrer les premiers concernés et ce sont les mieux placés pour t'en parler. D'accord, donc il faut franchir cette étape et candidater, il faut surtout pas hésiter. Se restreindre sur soi-même en se disant c'est pas pour moi et puis... Aucun doute, on y va et voilà, quand on y est maintenant on peut poser ces questions, on sera que plus éclairé pour la suite, donc je ne peux que conseiller. Merci Léo. On a les types d'entretiens. C'est vrai que du coup on a parlé un petit peu du fait qu'il y a plusieurs entretiens disponibles, notamment les entretiens à plusieurs échelles. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Qu'est-ce qui existe qui peut nous rebuter ou nous faire peur? Alors, souvent on va avoir des premiers entretiens téléphoniques ou en visioconférence. En tout cas c'est ce que je rencontre moi au quotidien. Parce qu'il y a souvent des problématiques de disponibilité de transport, donc souvent cette première étape se fait par téléphone ou par visioconférence. Alors c'est pas toujours rassurant côté candidat, moi je comprends, c'est toujours plus agréable que d'avoir un interlocuteur en face de soi, peut-être même d'être sur site, de se rendre compte un petit peu de l'environnement de travail, mais on peut avoir cette première étape qui est un échange du coup plutôt téléphonique ou visioconférence, qui débouche généralement sur une première rencontre, avec cette fois-ci les RH pour toute la partie un petit peu plus formelle, et puis un second entretien généralement avec le premier intéressé qui sera le futur responsable pour valider les compétences techniques finalement, et puis s'assurer de l'adéquation du profil avec le poste. Mais même s'il y a plusieurs entretiens, faut surtout pas se sentir dévalorisé, se dire que c'est un frein, que ça n'aboutira jamais. Moi j'ai vraiment eu le cas de figure où un client a reçu 4 fois un candidat. Ça peut sembler énorme, mais c'est une telle structure, il y a tant à dire, il y a tant de services que même côté candidat, ça aurait été difficile que de se positionner sans ces 4 entretiens qui ont permis de voir tous les ateliers au sein de la structure. Donc quelquefois c'est nécessaire et il ne faut surtout pas le prendre comme une barrière. Au contraire, si on vous sollicite pour un 3e entretien, 4e, j'ai jamais eu le cas de figure pour 5 entretiens, mais c'est plutôt bon signe. Vous êtes toujours dans le process, ils ont enlevé certainement certains profils. Donc passer en tamis c'est rassurant. Les personnes qui ne correspondaient pas. Ouais. Donc en fait c'est rassurant d'aller loin. C'est pas le cas de toutes les entreprises, mais c'est rassurant. On nous demande comment vous trouvez les nouveaux travailleurs. Alors je sais pas ce que la personne a voulu exactement dire, je pense qu'on va traiter les deux côtés de la question. Comment donc tu trouves les nouvelles personnes qui veulent travailler dans les entreprises. On peut peut-être élargir aussi sur comment est-ce que tu trouves personnellement les gens qui postulent. Est-ce que tu les trouves intéressants? Est-ce que tu trouves que ça se dégrade ou je sais pas? Que ça se dégrade, non, parce qu'il n'y a pas de tendance qui est fixe. Il n'y a pas de tendance qui est fixe. Quelquefois, des usines ferment, quelquefois, des projets se construisent. Donc, c'est vraiment au cas par cas et il n'y a pas de tendance qui est fixe. Pour l'acquisition de candidats, l'outil principal du recruteur, c'est LinkedIn. Pour la plupart des RH aujourd'hui, d'ailleurs, aussi. Donc, on y revient à cette question. LinkedIn, très important. LinkedIn est très important. Et sinon, évidemment, par le biais des annonces, on publie des annonces, on va avoir des CV qu'on va pouvoir appeler, faire un premier point, mais disons que pour les cabinets de recrutement, la plupart du temps on va aller chercher directement les personnes en poste sur LinkedIn sans même que ces personnes soient forcément à l'écoute de nouvelles opportunités, de ce qui peut se faire un petit peu sur le marché. Donc on y revient à LinkedIn, je me répète, mais c'est vraiment la base, et j'invite tous ceux qui n'ont pas de compte à faire un compte LinkedIn. C'est crucial aujourd'hui, surtout si vous êtes de filière, que vous soyez dans l'info, que vous soyez dans l'énergie, que vous soyez à compter du moment où vous êtes dans le supérieur, il faut un compte LinkedIn pour de la visibilité et être sollicité par les recruteurs, c'est clair. J'espère que Joachim, ton compte LinkedIn est à jour, parce que là c'est... Je crois normalement, j'ai accompli la plupart des étapes, je crois. Parce qu'il ne faut pas seulement un compte, il faut aussi... je crois qu'on a... ça nous affiche comme des étapes à compléter pour avoir notre compte complet. Et d'ailleurs, c'est vrai que quand on a tout complété, on est plus visible. Ça peut paraître bête, mais moi je le vois, les profils presque vierges, malheureusement, ne sont pas les plus sollicités.
Donc non, c'est vrai qu'il y a toutes ces étapes à suivre qui sont d'ailleurs très bien faites. Et sinon, le CV, on n'en a pas encore parlé, mais c'est vrai que je publie énormément d'annonces. Pour chaque besoin qu'on nous soumet, on publie une annonce. Et n'ayez pas peur, envoyez vos CV, quitte à ce qu'ils ne soient pas adaptés, quitte à ce que vous essuyez un refus, envoyez un CV. Comme je disais tout à l'heure, l'entretien c'est gratuit, l'envoi d'un CV c'est pareil, l'information elle est gratuite et pareil, ça vous permet de voir à quel point votre profil est attractif, même si ça ne va pas plus loin finalement. Alors là-dessus, on a nous-mêmes eu avant-hier un petit moment avec des entreprises. Ils nous disaient justement de postuler, même si on n'était pas totalement avec en adéquation, en adéquation, c'est ça, mais quand même de donner un poste, une direction. Donc par exemple, comme tu disais, il peut y avoir plusieurs grands groupes dans l'entreprise. Donc peut-être se renseigner avant sur quels sont ces grands groupes-là. Bien sûr. Et donner une voix à son CV. C'est ça. Alors, il y a toujours un fil rouge de toute façon sur un CV. Généralement, on se retrouve jamais là par hasard. Enfin, ça peut arriver, mais on sait toujours l'expliquer et y mettre les mots. Mais non, je comprends un petit peu le point de vue entreprise que vous avez eu du coup hier, c'est ça ? C'était avant-hier, ouais. Ouais, c'était avant-hier. Dans le sens où, faut, même si vous ne correspondez pas à 100% des attentes du poste, envoyez votre CV, puisque potentiellement, il y a un poste qui n'est pas encore ouvert, un projet pour lequel on pense qui est en cours, mais qui n'est pas acté, et à tout moment, votre profil peut plaire pour des offres qui ne sont pas en ligne, des postes pour lesquels on pense ne pas avoir accès, mais finalement, sur lesquels on peut nous rediriger et qui peuvent être tout autant intéressants. J'aimerais te demander, ça on l'a déjà vu puisque tu as répondu à beaucoup de questions, c'est bien que tu nous aides à savoir un peu plus comment se dépatouiller dans ce monde de recrutement. Est-ce que c'est important le networking ? Le networking, qu'est-ce que tu entends par networking ? Par networking, j'entends donc faire des salons, rencontrer des gens, prendre des LinkedIn, prendre des adresses mail. Ouais. Voilà, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux gens qui n'aiment pas sortir, voir les autres ? C'est du réseautage. Finalement, C'est hyper important que de se construire un réseau. Ça permet beaucoup de choses. Mais donc, non, les salons, il faut y aller. C'est de l'information gratuite. À nouveau, on y revient, c'est de l'information gratuite. Ça permet de se faire des contacts et peut-être de s'ouvrir l'esprit vis-à-vis de postes pour lesquels on n'aurait peut-être pas pensé. Mais, et donc ça à n'importe quel âge, je te coupe, mais à n'importe quel âge du coup. Ouais. Complètement, même le plus tôt possible. Puisque quelquefois on arrive au bac, on ne sait toujours pas ce qu'on veut faire finalement. Donc c'est hyper important que de se déplacer, que de se renseigner, que d'aller solliciter les acteurs qui sont présents sur le terrain, qui sont au quotidien avec leurs problématiques pour s'assurer de son intérêt pour le poste, pour la structure. Ou les découvrir, j'imagine. Ou les découvrir, exactement. Donc non, là-dessus, je peux qu'inviter à se déplacer. Merci. Aujourd'hui, quelle évolution je peux espérer en termes de carrière dans mon futur travail ? Moi, je vais postuler à un poste. Qu'est-ce que je vais pouvoir attendre en termes de timeline Et ça c'est propre à chacune des structures que tu rencontreras. Mais disons que si tu avais besoin de quelque chose de chiffré, j'aurais tendance à dire que les premières évolutions significatives se font généralement au bout de 3-5 ans. Donc plutôt rapide. C'est ça, si tu es performant, voire si tu surperformes, on va te faire évoluer, on va te faire gagner en responsabilité pour pas que tu t'ennuies. Je sais pas si vous aviez ça à l'école, mais si on s'ennuie, on nous fait sauter une classe et c'est normal puisque l'idée c'est d'être stimulé au quotidien. En entreprise c'est pareil, si on s'ennuie, non pas on saute une classe mais on s'en va. Donc vaut mieux nous faire évoluer finalement. Donc l'évolution peut être assez rapide si on est investi, si on a envie. Après, selon ce qu'on projette et selon ce qu'on a besoin, selon ce qu'on a envie, ça peut prendre évidemment beaucoup plus de temps. Mais les premiers échelons, je dirais, au bout de 3-5 ans, généralement, on a déjà passé un gap. Est-ce que tu as entendu parler de la pyramide de l'inaction, de Google ? En fait, chez Google, ils font monter les gens en compétences dès qu'ils se sentent bien dans leur poste, jusqu'à ce qu'ils puissent plus savoir faire, en fait. Et ça leur permet d'avoir toujours quelqu'un qui essaye de s'améliorer et toutes les personnes se sentent aussi importantes à leur poste en fait. C'est incroyable comme système, je connaissais pas du tout. Tu connaissais pas du tout ? Non, du tout. On entend beaucoup parler de Google, ce fameux modèle Google, mais
Et non, je connaissais absolument pas. J'ai appris ça il y a pas longtemps dans un post Instagram en traînant comme ça sur les réseaux. C'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant parce que encore une fois, ça permet d'être stimulé, de pas. On le voit l'ennui, c'est le motif de changement de beaucoup de candidats aussi. Hein. C'est certains, au-delà du salaire, au-delà de l'inflation qu'il peut y avoir et du coût de la vie, beaucoup au bout de 5-10 ans, si on leur permet pas de se développer, s'ennuient. Donc ça, c'est un modèle qui est incroyable. La routine qui peut être destructrice. Exactement. Donc, par rapport à ça, du coup, on peut se dire que les personnes qui ont des moins grandes capacités dans certains domaines peuvent se sentir exclues si jamais il n'y a pas ce genre de pyramide. Du côté recruteur, quand on est handicapé ou dans une minorité par rapport à certains pays, comment ça se passe pour les recrutements? Ouais, c'est un petit peu la question de la discrimination. La discrimination, c'est ça, ouais. Dans le recrutement, ça revient souvent. Mais comme je disais tout à l'heure, moi je ne suis pas décisionnaire final du recrutement. Moi j'accompagne mes clients dans la sélection des profils les plus adaptés. Mais en effet, tous les jours on le voit sur LinkedIn, si vous regardez un petit peu, des posts qui parlent de discrimination, et on invite évidemment à faire abstraction de de tout ce qui est subjectif en fait, finalement, ce dont on parlait tout à l'heure. Donc moi je ne suis pas décisionnaire final, mais on le voit au quotidien, et il y a beaucoup de candidats qui se retrouvent sur le marché et qui ne peuvent pas avancer de par quelquefois malheureusement le handicap, la couleur de peau, le fait d'être une femme, d'être ce genre de choses. Donc là-dessus, t'as pas ton mot à dire, t'as aucun impact. Moi, il n'y a aucune différence qui est faite. C'est pour ça aussi que je vous invite à peut-être vous rapprocher de recruteurs dans le cas de figure où vous êtes impacté par de la discrimination, parce que le recruteur, il va vraiment parler des compétences. On va aller sur des questions de fond et il n'y aura aucune forme. Donc voilà. Alors que les entreprises, quelquefois, peuvent tirer des conclusions hâtives ou faire des sélections sur des sujets un petit peu plus subjectifs finalement. Donc sujet sensible, mais n'hésitez pas à vous rapprocher des recruteurs qui, eux, font tout pour proscrire un petit peu cette discrimination. Donc c'est vrai qu'on en parlait un petit peu en off du côté RH, où des fois ça peut être un peu différent si le RH est interne à l'entreprise. Il peut y avoir peut-être des pressions du côté du directeur. On peut entendre des histoires comme ceci dans nos écoles. Hein. Et aujourd'hui, j'ai envie de savoir, moi, quels sont les secteurs qui recrutent aujourd'hui et demain? Eh bien, aujourd'hui, figure-toi, il y a beaucoup. Tout le monde, j'ai envie de dire que tout le monde recrute, parce que on a un essor des cabinets de recrutement, c'est incroyable. On a un essor des prestataires, même dans l'intérim finalement. Donc aujourd'hui, tout le monde a besoin de recruter. Il y a quand même des tendances. Tout ce qui est les métiers donc de l'IT, tu vois, de l'info, tout ce qui sont les métiers techniques, donc tous les électriciens, d'ailleurs le bâtiment particulièrement aussi, tout ce qui est maintenance, ça c'est vraiment des métiers pour lesquels on manque de candidats, on manque de personnes adaptées finalement pour le nombre de besoins dont on a. On va avoir tout ce qui est sur la fonction support, la comptabilité, les comptables, les responsables de dossiers, ce type de profil aussi qui est très 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 demandé. Mais sincèrement, dans toutes les filières, dans toutes les branches, vous avez ce cas particulier qui est pénurique et dont tout le monde a besoin. Et pour les métiers de demain, j'aurais tendance à dire que on va vers de l'automatisation, on va vers moins de personnel. Dans les usines, plus de robotique, plus de... Mais est-ce que ça va pas créer des postes qui vont peut-être être justement demandés Ouais, c'est ça, c'est que toute cette main-d'œuvre, toute cette population qui va être impactée, qui aura moins de travail, du coup, oui, ça va créer d'autres postes sur de la programmation, sur de l'automatisation, sur des roboticiens. Moi, j'ai beaucoup entendu parler, notamment dans mon entourage, des personnes qui pouvaient se demander oui, cette main-d'œuvre elle va être bougée, mais est-ce que du coup il y aura encore une place pour les gens qui veulent pas trop de qualifications, qui veulent plutôt faire des travaux plutôt répétitifs et pas penser à ce qu'ils doivent faire? Est-ce que c'est un vrai problème aujourd'hui? Ça c'est une bonne question. Je saurais pas y répondre parce qu'encore une fois c'est de la projection, mais ça me laisse à croire qu'en effet un jour on aura un problème. Si la population reste telle qu'elle, que la tendance est à l'automatisation, en effet, à un moment on se posera la question de où sont les postes nécessitant aucune qualification, et là effectivement il y a un problème pour ceux qui ont le plus un problème sociétaire. Ouais, exactement. Merci Léo. Ouais, moi j'avais une question, je
voulais savoir si du coup, là on parlait des IA qui, par exemple, peuvent prendre certains postes et peut-être en créer d'autres. Est-ce que toi tu vois s'il y en a plus, c'est un équilibre ou c'est genre plus qui sont créés ou plus qui disparaissent? Alors pour le moment, il n'y a pas encore, je dirais, tant de création et tant de disparition de postes que ça. Plus dans l'avenir. Ouais, c'est ça, parce qu'aujourd'hui on est plutôt sur de l'assistanat, c'est bien, je veux dire, c'est super les outils, l'intelligence artificielle qui est à disposition, mais ça nous remplace pas encore. Ça nous remplace pas encore, mais voilà, ça laisse à croire que ça nous remplacera. C'était justement la question de la dernière émission. Donc tu l'as pas encore vu, mais on parlait justement de ça dans notre dernière chronique. Est-ce que ça va plus vite qu'on le pense? Est-ce que voilà, apparemment tu le vois pas encore? C'est ça. Aujourd'hui on le voit pas encore, mais il va falloir très rapidement s'adapter. Et par contre, l'intelligence artificielle, moi je l'utilise au quotidien, hein. J'imagine que vous aussi. D'accord. Mais c'est vraiment un outil des plus pratiques pour la créativité, pour la rédaction de beaucoup de choses. Donc quand tu dis l'IA, du coup tu utilises quoi? ChatGPT, la version ChatGPT, payante. du coup, la version payante, d'accord. Ouais. Ok. Qui est ma foi très pratique. Tu utilises d'autres choses? En termes d'outils? En termes d'outils, par exemple, est-ce que tu peux me faire une petite énumération des outils que tu peux utiliser si jamais il y a des gens dans le stream qui aimeraient être recruteurs? Bien sûr. Les CVTech, tout ce qui va être Hello Work, Indeed, là c'est les deux acteurs principaux, mais il y a Jobijoba, Monster, la CVTech de Pôle Emploi, donc il y a une multitude d'outils sur lesquels on peut avoir des CV de candidats, et puis LinkedIn qui est vraiment l'outil principal. Après on a des ATS. Qui nous permettent de saisir nos candidats, saisir nos clients, saisir nos besoins et du coup de mettre en relation tout ça parce que à force d'appeler des candidats, on a évidemment du coup toutes les données, tous leurs besoins et quelquefois le recrutement c'est un besoin à un instant T. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des candidats qui correspondent parfaitement au poste. Pour autant, on a échangé avec lui il y a 6 mois, il est peut-être plus en recherche, mais on va quand même revenir le solliciter, peut-être que le projet va susciter de l'intérêt pour lui. Donc on a vraiment cet outil où on va saisir tous nos besoins, nos candidats, nos clients, et puis derrière le pack office, indispensable. J'aimerais te demander si tu as des anecdotes marrantes de recrutement, un peu bizarres. Alors, marrantes pas spécialement, mais j'ai eu le cas justement d'un ingénieur amélioration continue, breton, qui correspondait parfaitement au poste. On est vraiment sur le candidat qui coche toutes les cases. Idéal. Chose très rare dans le recrutement, hein, le fameux mouton à 5 pattes qu'on cherche tous. Et ce fameux candidat idéal était à 15 minutes du poste en question. Seul petit problème, il est en tournage d'émission pour Je rénove ma maison, ou en tout cas une rénovation de maison. Et mon client voulait l'intégrer au plus vite, sauf que le tournage prend fin dans 6 mois. Pas possible de s'arrêter puisque mon client voulait qu'il parte en formation dans Lyon. La Bretagne, Lyon, on a vraiment deux mondes, tu vois, donc fallait qu'il se libère pendant 6 mois de temps pour la formation, mais il y avait le tournage et on a réussi à trouver un compromis, un terrain d'entente. C'est là aussi où on a notre intérêt finalement, c'était de pouvoir faire en sorte que ça se fasse quand tout était contre finalement en termes de délai, que ce soit avec la production je crois qu'il tournait ça avec M6, que ce soit avec mon client qui était dans l'urgence, qu'il fallait intégrer le candidat idéal, le former sur 6 mois au process de l'entreprise. Donc c'était vraiment tout un contexte qui était très particulier et puis on a finalement réussi. Donc aujourd'hui il est encore en formation et tout se passe pour le mieux. Donc assez atypique. Alors justement, peut-être que faire appel à des recruteurs, ça peut permettre ce genre de problématique, de résoudre ce genre de problématique, où les RH n'auront pas forcément le temps et la mission d'aller chercher ces personnes-là. Exactement. Nous, on va vraiment être dédiés à l'acquisition de candidats adaptés, donc en l'occurrence, ces problématiques de déménagement, nous, s'il faut prendre du temps pour accompagner le candidat, on va le prendre. Idem, on sert aussi de médiateur. Quelquefois, c'est intéressant d'avoir un recruteur, puisque pour les personnes les plus introverties, on peut se retrouver à intégrer une entreprise qui finalement, mauvaise surprise. Bon, sur le papier c'était super,
on intègre, ça se passe pas si super que ça. Pourtant, on nous l'a vendu comme incroyable. Et bien, le consultant peut servir un petit peu de médiateur, auquel cas on lui fait ses remontées d'informations, qui lui va en parler au client, et ça permet quelquefois plutôt que de casser ce contrat de travail et que le candidat s'en aille, de mettre des choses en place. Donc on a vraiment ce rôle de médiateur quelquefois sur toute l'intégration. Souvent on est présent sur 3 à 6 mois avec le candidat pour s'assurer que tout se passe bien. Vous faites un suivi derrière de la personne. Ça peut être rassurant de se dire qu'on est quand même suivi. Exactement. Quand on intègre, surtout quand c'est son premier métier. C'est ça, mais j'imagine en sortie d'école, parce que du coup, comment vous le vivez en sortie d'école? Vous y êtes pas encore, mais alors, vous apprenez un petit peu. Alors personnellement, je sais pas, Joachim, moi je me dis que ça va aller, puisque on a été beaucoup rassurés par nos professeurs, les gens autour de nous. On sait que il va y avoir plein d'opportunités dans le métier dans lequel on est. Nous, on est plutôt dans l'informatique. C'est vrai qu'on se dit toutes les entreprises veulent des gens de notre formation. On a même eu tout un pôle d'entreprises qui est venu nous voir, pour nous recruter directement sur l'école. Incroyable. C'est assez rassurant. Et on sait qu'on a plein d'opportunités. On peut même redescendre au niveau technicien. Bien sûr. Donc t'appréhendes pas trop finalement? Personnellement, j'ai pas du tout peur de l'avenir c'est bien. Proche. Il faut. Et toi du coup, Joachim? Je me dis que si on parle par exemple, après ses études, quand on intègre une entreprise, en fait, nous, on a quand même pas mal de stages. C'est vrai. Là, on en aura chaque année, les 3 années qui nous restent. Donc, je pense que ça va nous permettre de nous familiariser un peu avec l'entreprise, tout ça. Et donc la dernière année, on a un stage ou une alternance, on a le choix, qui prend la moitié de l'année. Donc, au final, je pense que c'est un peu la même chose. Le stage et l'intégration de l'entreprise après les études. Complètement. Et du coup, est-ce qu'il y a cette envie en sortie d'école? Vous avez fait votre stage, votre apprentissage de dernière année. Il y a ce souhait de poursuivre derrière dans l'entreprise qui vous a accueilli justement pour le stage, ou au contraire, vous avez grandi de ce projet, maintenant vous avez envie de voir ailleurs? Alors de l'expérience qui nous est racontée, on nous dit qu'il y a énormément d'élèves, en tout cas de notre école, qui sont directement intégrés dans l'entreprise. Ils restent pendant on ne sait pas combien d'années, mais on sait qu'ils sont embauchés directement. Et ça va être du côté d'élèves, on pense que les gens vont saisir l'opportunité. Si les gens ont en plus fait une alternance, ils vont avoir souvent un salaire à la clé qui va être plus élevé. Donc on a quand même ce désir de peut-être avoir notre premier travail dans quelque chose qui nous sécurise. On connaît l'équipe, comme tu disais, on est déjà intégré. C'est ça, cette phase d'intégration qui est déjà faite. C'est ça, ouais. Et puis, l'apprentissage et le stage, on n'en a pas parlé, mais ça, c'est deux choses qui sont des vraies valeurs ajoutées, puisque ça permet de mettre en pratique tout ce qu'on vous apprend à l'école, toute cette théorie qui, quelquefois, est un condensé d'informations. Donc, côté recruteur, c'est hyper rassurant pour un jeune qui cherche un premier emploi. En tout cas, moi je sais que j'aurais beaucoup plus de facilité à accompagner quelqu'un qui a fait un apprentissage, un stage de longue durée avec de gros projets, qui saura me parler de plein de belles choses qu'il a mis en place, que quelqu'un qui a fait que de la formation initiale. C'est vrai que ça va être souvent plus difficile que de trouver un premier emploi, ou en tout cas on aura moins de liberté dans ses choix en sortie d'école si on n'a pas d'apprentissage, de stage. Alors toi, Joachim, est-ce que du coup tu as une idée de dire je vais me projeter dans une entreprise et rester dedans, ou est-ce que tu te dis aujourd'hui? Aujourd'hui, je sais pas trop, vu que pour l'instant j'ai pas encore intégré beaucoup d'entreprises. Donc je pense que je verrai tu verras au fil de la formation. Si ça me plaît, je resterai. Je pense que je ressens la même chose que toi. On n'a pas eu encore beaucoup de stages. On est qu'en 3e année, première année de cycle ingé. Vous avez besoin, je pense, encore de beaucoup de variété dans vos interventions pour savoir où aller. Mais pareil, si vous avez l'opportunité de rester dans l'entreprise qui vous a accueilli en stage, en apprentissage de dernière année ou sur les 2 dernières années, je vous invite à le faire, parce que c'est aussi gage de qualité, dans le sens où ça veut dire que simplement en lisant votre CV, on sait que vous avez franchi l'étape, vous avez un contrat de travail chez eux, donc vous êtes pertinent, vous êtes opérationnel, vous êtes efficace, et ça c'est gage de qualité, c'est gage de confiance. Puis c'est aussi le but de l'entreprise qui va chercher à nous avoir
en fin de parcours. Exactement, de vous garder le plus longtemps possible, même si c'est pas un mariage et qu'on est libre de ses choix, mais voilà, c'est toujours intéressant et pour eux et pour vous pour la suite. Je pense que tu seras plutôt d'accord avec moi sur le fait de tester différentes entreprises, même qui ne sont pas de notre point d'accroche. Donc tous les stages d'été, tous les petits jobs à côté, je pense que c'est quelque chose qui peut nous permettre de se décider et de savoir ce qu'on veut pas faire et quelles sont les valeurs importantes pour une entreprise. Complètement. On peut retrouver, on peut faire de belles découvertes déjà dans un premier temps, on peut faire de belles découvertes et puis dans un second, comme tu disais, ça nous aiguille un petit peu sur ce dont on a besoin, ce dont on veut pas. Voilà, c'est que bénéfique pour la suite. Donc à multiplier les stages, les apprentissages, ça c'est vraiment un maximum. Et puis profiter de vos vacances pour justement faire des salons, on le disait tout à l'heure, faire des stages. Rencontrer les entreprises, il y a des portes ouvertes. Juste après la question, Ça va. on est en live. Ça a l'air de marcher. On va revenir sur la dernière question. Comment on fait quand ça se passe mal dans notre stage ou dans notre intégration d'entreprise? Alors, c'est différent dans le cadre d'une intégration CDI et d'un stage, c'est quand même deux cas bien particuliers. Dans le cadre d'un stage, ça peut vous mettre en porte-à-faux si toutefois ça vient à s'arrêter brutalement. Donc l'idée, c'est vraiment le dialogue, de pouvoir peut-être changer de tuteur, voir ce qu'on peut mettre en place pour poursuivre ce stage. Ce serait dommage, si le projet vous intéresse, d'y mettre un terme. Donc si l'intégration se passe mal, c'est vraiment le dialogue, la clé. Après, dans le cadre d'un CDI, j'ai envie de vous dire, il faut aussi dialoguer. S'il y a eu l'intervention d'un recruteur, ne pas hésiter à prendre contact, à s'en servir comme médiateur, parce que quelquefois c'est difficile de dire ce qui ne va pas à son employeur. C'est pas évident que de... C'est vrai qu'en fonction de la relation entre les personnes, ça peut être assez compliqué. Complètement. Et quelquefois, il y a des adjoints, il y a des responsables, ou il y a des personnes qui ne sont pas du tout... à l'écoute. Qui sont pas du tout nos responsables directs, qui peuvent justement apporter des solutions. Donc vraiment n'hésitez pas à en parler, que ce soit vraiment à votre responsable direct, au RH, qui sont quelquefois un petit peu externes, qui s'occupent que de l'administration du personnel, de vos absences, etc., mais qui quelquefois sont aussi dans le social, dans l'humain. Donc si ça se passe pas bien avec son responsable direct, quelquefois les RH sont aussi une bonne solution et un bon moyen de repli. Je te propose qu'on passe du coup au petit jeu de la journée. J'imagine qu'on est en live. Ouais. C'est parfait. On va donc passer sur un petit code de la route, mais adapté au recrutement. Ok. Donc tout se passera du coup sur cet écran pour le public. On va avoir des questions qui vont s'afficher. Le but c'est que Joachim et moi on arrive à dire qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui est incorrect, et Léo tu vas jouer un peu le rôle de médiateur pour nous dire nous dire quelle est la bonne réponse pour toi. J'espère que vous voyez bien l'écran, je vais pouvoir lire les questions avec vous. Donc vous arrivez en avance. J'ai un petit délai. Vous arrivez en avance pour l'entretien, mais vous réalisez que votre café a coulé sur votre chemise. Que faites-vous? Alors, la réponse A, rentrez chez vous pour vous changer rapidement. On a réponse B, essayez de nettoyer la tâche avec des mouchoirs. La réponse C, portez votre veste pour cacher la tâche, donc la porter à la main. Et expliquez honnêtement la situation à votre... pour dédramatiser, donc à votre recruteur. Joachim, qu'est-ce que tu penses qui est la meilleure option dans ces quatre options qu'on a en face de nous? Moi je dirais... On a droit à qu'une seule réponse. On n'a droit à qu'une seule réponse. Alors je tiens à préciser que je ne connais pas la réponse. Je connaissais pas du tout les questions avant le début du jeu. Je les découvre en même temps que vous. Moi je dirais... En fait, je dirais qu'il faut d'abord essayer de nettoyer la tâche, et sinon, je pense que la transparence c'est la bonne solution, donc la D. Je pense que la transparence ça peut jouer un bon coup en entretien, puisqu'on peut se dire que le recruteur va voir qu'on est transparent et qu'on est honnête, qu'on peut gagner sa confiance. Personnellement, j'aurais dit la réponse D. Je sais pas ce que vous vous dites chez vous.
Je suis plutôt d'accord, hein. La transparence paie toujours. Après, comme tu as dit, Joachim, sincèrement, si tu peux nettoyer la tâche, C'est vrai. que tu es en avance, bon, à ce moment-là, il n'y a peut-être pas besoin de s'expliquer. Mais sinon, la transparence et l'honnêteté priment toujours. Alors, l'intervieweur pose une question difficile à laquelle vous ne connaissez pas la réponse. Comment réagissez-vous? On a la réponse A. Répondez rapidement avec une supposition. Donc voilà, on va imaginer. Ou alors admettez honnêtement que vous ne connaissez pas la réponse. Et on va sinon dévier la réponse vers un sujet que vous maîtrisez mieux. Et essayer de plaisanter sur la difficulté de la question pour détendre l'atmosphère. Joachim, je te laisse commencer sur cette question. Pas évidente. Pas évidente du tout. J'hésite un peu entre plusieurs réponses, mais Je pense que c'est l'idée. je dirais la C. La C. Donc toi, tu dévierais la question sur un sujet que tu maîtriserais. Ouais. C'est vrai qu'en fonction du recruteur, s'il est un peu méchant exprès avec le good cop, bad cop, ça peut être, tu nous en parleras peut-être après, ça peut être perturbant. Personnellement, je pense que la réponse d'admettre honnêtement, elle est piège puisque on va couper court alors que le recrutement, on cherche à évaluer comment est la personne. Je suis plutôt d'accord avec Joachim, je vais prendre la réponse C, dévier la question vers un sujet que vous maîtrisez mieux. Je sais pas ce que t'en penses. J'aurais dit aussi la C, mais essayez d'étoffer avec tout ce que vous avez en main pour répondre à cette fameuse question difficile avant de dévier sur un autre sujet, en effet, qu'on maîtrise mieux. Mais en effet, la C. En essayant d'apporter quand même un max d'infos avant de changer de sujet. Merci Léo. Est-ce qu'on peut passer à la question 3 ? Alors, l'intervieweur vous demande de décrire une situation où vous avez eu un désaccord avec un collègue. Comment répondriez-vous ? Alors, on peut éviter la question et parler d'une situation positive. On peut détailler le désaccord, mettant en évidence comment vous l'avez résolu. On peut minimiser le désaccord en insistant sur la résolution rapide. Ou dire qu'on n'a jamais eu de désaccord avec un collègue, c'est-à-dire mentir. Je pense qu'on est tous d'accord qu'on peut déjà éliminer cette réponse. Je veux bien commencer Joachim parce que je t'ai laissé commencer les deux autres. Je vais te laisser le temps de réfléchir. Réfléchis un peu. Personnellement, je serais plutôt d'avis, encore une fois, d'être transparent et d'aller plutôt détailler pourquoi est-ce qu'on a eu ce désaccord et donc choisir la réponse B, en mettant en évidence comment je l'ai résolu, puisqu'on va faire appel aux qualités de résolution, aux qualités de sortir de soi-même et d'analyser pourquoi est-ce que ça n'a pas marché, ce qui est quelque chose de très important, surtout chez un ingénieur. Voilà. Ce serait comme ça que j'aurais réagi. Ouais, j'aurais dit pareil la B. Ouais. Pour les mêmes Au raisons. moins on est d'accord. Complètement. Après, je pense aussi que c'est du cas par cas, dans le sens où les désaccords avec les collègues, ça peut être très conflictuel ou Ça peut pas être du très tout. compliqué. Donc, quelquefois, détailler le désaccord, c'est pas toujours bon. Le minimiser peut-être intéressant. C'est au cas par cas. Par contre, bien détailler la résolution, je pense qu'en effet, ça c'est un point des plus importants. Si on a résolu le problème, il faut bien mettre en lumière comment on l'a résolu, pourquoi, et voilà, ça permettra déjà de faire abstraction du problème plus facilement. Merci pour ton éclairage, Léo. Alors, la quatrième question, on va demander, l'intervieweur demande pourquoi vous avez quitté votre dernier emploi. Comment répondriez-vous ? Alors, A, blâmer votre ancien employeur pour tout. On a, soyez honnête sur les défis que vous avez rencontrés, mais mettez l'accent sur ce que vous avez appris. On peut éviter la question en disant que c'était pour des raisons personnelles, ou dire que vous avez été licencié sans donner plus de détails. Est-ce que tu veux commencer, Joachim ? Celle-là, je pense que c'est la B. Tu serais honnête avec les problèmes, les défis rencontrés ? Ouais, c'est ça. Je suis plutôt d'accord. Je pense qu'en fonction de comment on a ressenti la chose, ça peut être peut-être la question D, dire qu'on a été licencié sans trop de détails.
Mais je pense que sur ce jeu, je serais plutôt sur la B. Ouais, plutôt sur la B aussi. Alors, en disant que c'était pour des raisons personnelles à proscrire, pourquoi vous partez? Je pars. C'est pas une réponse. Dire que Ça vous peut avez... faire peur, non? De quoi? De quelqu'un qui te dit je suis parti parce que je suis parti. Ouais, complètement. En fait, faut que ce soit motivé. Il peut y avoir eu un enfant, besoin de confort, de plus de salaire, de plus de proximité. Il y a un million de motifs. Donc, un changement d'emploi sans motif, c'est pas rassurant. Non, c'est pas rassurant. Ça fait peur. Complètement. Alors, l'intervieweur vous demande de vous décrire en 3 mots. Comment répondez-vous? Alors, on peut choisir du cliché fait et surfait avec dynamique, motivé, ambitieux. On peut aller sur sélectionner des mots spécifiques et uniques qui vous décrivent réellement. La transparence, encore une fois. Réponse C, pardon. Demandez si vous pouvez donner plus de mots pour une meilleure représentation. Et décrivez-vous avec des adjectifs génériques sans trop de délai. De détails, pardon. Sans trop de détails. Ça fait pas la même chose. Personnellement, celle-là est compliquée. Ces questions pièges qu'on vous pose lors des Ces entretiens. questions pièges bateau pour savoir comment on répond. C'est ça qui sont pas toujours les plus, à mon sens, qui sont pas toujours les plus intéressantes. Non, mais on peut peut-être. Est-ce que du coup on peut avoir un petit retour sur la façon dont la personne le perçoit Ouais. Par rapport à la question, au questionnement et à la surprise? Bah, disons que ça permet de savoir si vous avez de l'assurance ou non. Moi, cette question, en fait, je m'en fiche de la réponse, mais ce que je veux pas, c'est que vous bégayez. C'est pas savoir quoi dire à la rigueur. Je préfère 3 mots du tac au tac et bon, ça montre que voilà, vous savez ce qui vous définit, vous savez ce dont vous parlez et ça montre un petit peu plus d'assurance finalement que de demander un peu plus de mots, de peut-être. Alors j'en profite pour te demander, du coup je coupe le jeu. Est-ce que si je suis un peu étonné et surpris, j'ai le droit de reprendre mon souffle, recommencer, ou est-ce que c'est vraiment un mauvais... Comment ça, étonné, surpris Alors imaginons que tu me poses une question qui est assez soudaine, je peux quand même me reprendre, boire un coup d'eau et puis, bien sûr. reprendre. C'est vrai Bien sûr. Ah oui, il faut pas. Voilà, t'as le droit d'hésiter évidemment, mais c'est plutôt sur ce type de questions de bateau où il faut être au tac au tac. Après, les questions plus complexes qui vont rendre légitime ton expérience, ta qualification, etc. T'as le droit à la réflexion, t'as le droit d'hésiter, c'est un peu différent. Mais ces questions, donnez-moi 3 mots, ou alors qu'est-ce que j'ai vu, vraiment des questions. Si vous étiez une couleur, bah non en fait, ça doit pas être dans le recrutement quoi. Donc là, faut juste être au tac, sincère, dire ce que vous pensez. Voilà, je pense. Merci. On va quand même répondre au jeu. Je sais pas si on peut revenir à la question d'avant. Alors personnellement, je serais plutôt du coup sur des mots spécifiques et uniques qui me décriveraient réellement. Tu vas réfléchir, tu vas mettre du temps à les sortir. Ah c'est vrai. Donne-moi 3. Audacieux, courageux et voilà, je sais pas. Je dirais adaptable puisque quand je prépare mes sujets en général, je dis que je suis adaptable, j'aime bien ce mot. Ça peut rassurer, je pense, certains recruteurs de se dire qu'on peut changer de poste et changer de... C'est vrai, l'adaptabilité c'est top. C'est mon mot préféré. T'aurais 3 mots pour te définir par curiosité? Dit comme ça, je crois que oui, d'habitude je dis aussi que je m'adapte en fonction de l'entreprise où je vais. J'arrive à m'adapter assez facilement. On va dire établir un lien avec les personnes. Ok. Le social on va dire ça. Ouais. Et la détermination. Ok. Le 3D, on sent que... Moi, j'ai dit des mots, mais je suis pas sûr à 100%. C'est pas très déterminé au final. C'est pas évident ces questions, c'est pour vous piéger de toute façon. Ça, et puis après, quand on arrive à un entretien, on est préparé. Oui, exactement. De toute façon, pas comme nous aujourd'hui. C'est le plus important. Vous avez un entretien, c'est de vous préparer. Vous demandez la fiche de poste, vous demandez vraiment les tenants et aboutissants, parce que quelquefois,
La fiche de poste, ça va reprendre vos missions au quotidien, mais ça va absolument pas parler du projet pour lequel vous êtes recruté. Donc il faut être informé de ce pourquoi vous êtes recruté, avoir la fiche de poste, les valeurs de l'entreprise, et puis vraiment préparer le tout en amont, s'assurer qu'on ait de l'assurance, qu'on sache bien parler de soi, et normalement c'est gagné, quoi. Il n'y a pas de... Après, ouais, c'est vraiment le recruteur qui fait son job et puis. Exactement. Question suivante, je sais plus à combien on est, j'ai arrêté de compter. L'intervieweur nous pose une question à laquelle on ne s'attendait pas du tout. Comment réagir? Prendre du temps pour réfléchir à une réponse réfléchie. Répondre rapidement avec la première chose qui nous vient à l'esprit. Demander à l'intervieweur de reformuler la question pour plus de clarté. Ou exprimer votre surprise puis répondre à la question. Est-ce que tu veux commencer, Joachim? Est-ce que tu veux me laisser me dépatouiller dans cette question? Je peux commencer, je dirais quand même la A. Donc prends du temps pour réfléchir. Je pense que c'est quand même important de dire une réponse assez précise, on va dire, même si tu prends du temps et que tu peux... faut pas non plus prendre trop de temps, je pense. Faut montrer que tu apporter pour au final apporter une bonne réponse, quoi. Moi je pense que je prendrais 50-50 sur cette question. Non, je pense que je prendrais aussi du temps pour réfléchir. J'essaie de me remémorer mes anciens recrutements et c'est vrai que je suis plutôt d'avis de la A. Ok. J'aurais plutôt demandé de reformuler parce que ça laisse le temps de la réflexion souvent. Et puis donner un autre angle de vue, ça peut aussi donner des idées de réponse. Ouais, et puis ça laisse le temps de la réflexion de reformuler. Déjà, l'interlocuteur va prendre du temps pour reformuler sa phrase et à ce moment-là, on a déjà peut-être le temps de penser à 2-3 réponses. Mais ça, c'est propre à chacun. Encore une fois, je pense que c'est un petit peu du cas par cas. Je suis en train de me dire qu'on n'a pas compté les points, donc ce sera peut-être pour le prochain jeu la prochaine fois. Ça aurait été marrant du coup d'avoir ton éclairement compté qui est le meilleur d'entre nous en recrutement. Alors, vous réalisez que vous avez oublié le nom de l'intervieweur en cours d'entretien. Comment remédiez-vous à la situation? Appelez l'intervieweur monsieur ou madame sans utiliser de nom. Je suis plutôt adepte de cette technique. B. Excusez-vous sincèrement et demandez à l'intervieweur de répéter son nom. Ou alors, évitez d'utiliser des noms pour ne pas révéler votre oubli. Donc ça revient un peu à la première, mais je pense que personnellement j'utiliserais plutôt la C. Pour une petite anecdote, avec mes beaux-parents, j'utilisais cette technique quand je voulais pas dire tu ou vous. C'est vrai que c'est des techniques que vous pouvez reprendre chez vous. Évitez les pronoms, évitez les noms et cherchez d'autres moyens de les appeler ou de pas les appeler pour leur parler. Joachim, tu serais plutôt de quelle technique? Je dirais un peu pareil, la C. Et, un mélange de la C et la A et de dire monsieur ou madame. Je pense qu'on n'est pas obligé de tout le temps utiliser le nom de la personne. Ouais, complètement. Je pense que les petites stratégies, tu les connais, on les connaît, d'éviter les pronoms. Et puis, non, c'est vrai, c'est une bonne idée, parce que de faire noter l'oubli, c'est quand même dommage. C'est quand même dommage de faire une fausse note, alors que voilà, ça aurait pu être l'entretien parfait quand même. Après, c'est ce qui nous rend plus humains. Oui, complètement. Mais il y a ces petits stratagèmes, donc autant en profiter. Donc à bosser chez vous, si vous voulez pas vous sentir bête pendant l'entretien. On a une question plutôt de l'autre côté du coup. L'intervieweur semble distrait pendant l'entretien. Comment est-ce que vous réagissez? Alors la réponse A, ignorer le comportement et continuer à répondre aux questions. B, faites une pause et demandez si quelque chose le préoccupe. C, changez votre approche pour attirer davantage l'attention. Désolé, je parle un peu en décalé, mais c'est que l'écran est derrière, on n'a pas encore de moyens. Demandez directement si l'intervieweur suit la conversation. Je te laisse commencer, Joachim, si tu veux. Ouais, je dirais la C. Tu serais plutôt sur une approche directe du coup. La C, pardon. Excuse-moi, ouais. De changer d'approche, parce que si l'intervieweur semble pas concentré, c'est qu'il y a peut-être un problème avec ton profil, ou peut-être qu'il te teste quelque chose et je pense qu'il faut modifier quelque chose. Moi je suis du même avec toi, je pense qu'il peut te tester, ça peut être un moyen de
de tester les compétences, l'attention, etc. Mais je pense que personnellement, j'aurais plutôt agi comme la A, ignorer le comportement et continuer à répondre aux questions. C'est vrai que maintenant que j'y réfléchis, je me dis que la C pourrait être plus intéressante. J'aurais plutôt tendance à dire la C aussi, changer un petit peu de stratégie, mais rares sont les pertes d'attention de la part des recruteurs quand même. Mais c'est vrai que ça peut étonner et Surtout peut-être si la personne a peut-être beaucoup d'entretiens dans la même journée. c'est ça. On a entendu parler de certains RH qui peuvent faire plusieurs dizaines Des de sessions recrutements. des fois de 20-25 personnes. C'est ça, ouais, ça peut être bien assez sûr. impressionnant. Ça peut être assez lourd. Donc, ouais, changer d'approche, peut-être être plus Dynamique. pertinent, dynamique, s'intéresser à d'autres. Surtout si le recruteur a fait une soirée la veille. Complètement. Question suivante. Et c'est terminé. Je savais pas combien on avait de questions. On est agréablement surpris. On notera les points la prochaine fois, c'est promis. On saura qui a gagné et qui est le meilleur en recrutement pour débaucher son prochain stage, son prochain emploi. On va finir avec une petite chronique de Joachim qui va nous présenter donc sa chronique du jour que j'ai pas entendue avant. Donc, je vais vous parler des QR codes. Aujourd'hui, je vais vous dire comment ça fonctionne, de quoi ils sont composés, tout ça. Ouais, pardon, je vais parler plus fort. En fait, un QR code, comme vous le voyez, ça sert à lire une action avec un lecteur. Donc maintenant, on en a disponible sur nos téléphones directement ou grâce à une application. Et en fait, à la base, ça a été créé en 1952. Ah oui, donc c'est vieux en fait. En fait, non, c'était l'ancêtre des QR codes on en a toujours dans les supermarchés, c'est les codes barres en fait. Et en fait, ces codes barres, ils servent à lire. Il te donne, quand tu le lis, il te donne un nombre composé de plusieurs chiffres. Mais le problème avec ces codes barres, c'est que les données sont limitées. C'est juste déterminé par le nombre de barres en fait. Plus tu rajoutes de barres, plus tu auras de chiffres en fait. Mais alors ça marche comment? Parce que là je vois juste des barres. Comment je sais que c'est un 1, un 2? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, Joachim? Ça, je saurais pas dire dans le détail exactement comment fonctionnent en tout cas ces barres. Mais C'est pas l'espace. J'ai cru entendre que c'était, enfin, de ce que j'ai pu lire, ça aurait pu être l'espace des barres. La taille des barres va donner ouais. un code un peu comme un code Morse, je crois. Mais je suis pas certain de ce que j'avance. Ouais, ça doit être ça, ouais. Donc, oui, donc ça doit être en fonction de l'épaisseur des barres et des espaces. Oui, donc le problème avec ces codes barres, c'est que les données sont limitées et que si tu fais un trait dessus, des fois ça peut être illisible. Donc ensuite, on a eu l'évolution qui a été les data matrix, comme vous pouvez le voir. C'est pas un QR code, ça. En fait, non, ça c'est pas encore un QR code. Ok. Il y en a sur par exemple des médicaments, sur les boîtes de médicaments par exemple. Mais C'est vrai, maintenant que tu le dis. ouais, donc là en fait, je reconnais le truc maintenant, mais quand on le voit en gros, c'est vrai qu'on se rend pas bien compte de où on peut les voir. Mais j'ai toujours pensé que c'était un QR code, ce qu'il y avait sur les médicaments du coup. ça apparemment. s'appelle Data Matrix. Ok. C'est C'est arrivé, arrivé avant, ouais. Ok. c'est arrivé avant les QR codes. Ok. On peut les lire dans tous les sens, tu sais pas, peut-être? Euh, J'ai l'impression que, je sais pas si vous voyez ici, on a l'impression d'avoir deux barres noires sur les côtés. Ouais. Je pense que ça peut définir Un sens. un sens, ouais. Ouais, c'est sûrement ça. Ouais. Et donc l'avantage avec ça, c'est que tu peux contenir déjà beaucoup plus de données que les codes barres. Et en fait, il y a même trop de petits points noirs et blancs. Donc tous les petits carrés, ouais, c'est un code binaire en fait. Ouais, c'est ça. Mais en fait, il y a des données qui, si je me trompe pas, qui servent pas vraiment, on va dire. Il y a trop de possibilités en fait avec ça. C'est pour ça qu'ensuite, du coup, il y a eu les QR codes qui sont arrivés. On voit beaucoup moins de points. Ouais, c'est ça. Et, donc là, on a des marqueurs. Comme vous pouvez les voir, ouais, il y a 3 types de marqueurs. Il y a les marqueurs de positionnement, donc dans les 3 coins là, comme on peut le voir. C'est pour juste dire que
que le QR code, enfin lire le sens du QR code en fait. Comme on disait tout à l'heure. Ouais. Il y a, il y a donc la marqueur de position, c'est les gros sur les côtés, des marqueurs d'alignement, comme on peut le voir, oui, ici. C'est surtout dans Des le cas petits carrés avec des points au milieu. C'est ça. Dans le cas de QR code de plus en plus grand, en fait, t'en auras de plus en plus. C'est c'est pareil, c'est pour comme quadriller, on va dire, le QR code. Ça permet peut-être aussi de définir la taille des carrés noirs. Je Je sais pas du tout, mais c'est-à-dire que, par exemple, le QR code va être plus grand, donc on va savoir quelle est la taille d'un pixel, mettre à l'échelle en fait, peut-être. Oui, c'est possible que non, je sais pas. Ouais. Mais c'est sûr, c'est aussi pour, comme on peut le voir sur l'image d'après, ça sert en fait au lecteur de se situer aussi si le QR code est de travers et tout. On peut mieux voir. Le premier, si vous voyez pas bien, il est déchiré. Le deuxième aussi, les deux autres sont penchés, j'espère qu'on voit bien à l'écran. Voilà, et donc ça fait. Et il y a un dernier marqueur qui est moins facile à trouver. C'est les petits traits qui relient les marqueurs de positionnement. Donc ça, c'est pareil, c'est pour aider le lecteur à situer où se trouvent les données. C'est quand même impressionnant que ça se fasse aussi vite. Je sais pas si vous avez tous vu au supermarché quand on va biper, la facilité avec laquelle ça va lire le code. Moi, je suis toujours impressionné de la rapidité avec laquelle on obtient le message. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et du coup, avec ces QR codes, en fait, on peut contenir énormément de données. Pour vous donner un ordre de grandeur, le QR code qu'on va voir ici, il peut, en fait, tu peux en attribuer un à chaque grain de sable qu'il y a sur la Terre, par exemple. Et donc, c'est en fait, il y a environ 19. On peut compter le nombre de grains de sable avec un nombre qui est égal à 19 chiffres d'affilée. Et donc avec le plus petit QR code, donc 21 par 21, tu peux déjà compter, en attribuer un par grain de sable. Peu de chance que je me retrouve avec le même QR code que mon voisin donc. Oui, c'est ça. Ouais. Mais alors, pourquoi il y aurait besoin de faire des QR codes plus grands s'il y a déjà un nombre insensé de possibilités en 21 par 21? Pourquoi il y aurait besoin de plus grands QR codes des fois? Tu sais pas. J'imagine que... Je pense que t'as moins... Enfin, je pense que, t'as moins de chances de, quand tu t'en génères un aléatoirement, de retomber sur un identique. Okay. Si tu augmentes la taille du QR code. C'est peut-être au niveau des caractères aussi, si tu veux mettre tout un texte. Ouais, j'imagine aussi, peut-être que 21 sur 21, t'as énormément de caractères. On le voit là, mais on a peut-être sur tout un texte, toute une page web. Je sais pas si on a juste l'URL, ça peut contenir, mais... C'est vrai. Bonne question. Bonne question à chercher chez vous. On va chercher nous aussi ce soir. D'ailleurs, par rapport au QR code, je te coupe rapidement. Est-ce que tu as vu que les chatbots, les bots de Google qui vont voir si on est des humains ou des robots, ils évoluent en permanence. Donc si vous faites des captcha sur internet, vous voyez que au fur et à mesure c'est de plus en plus compliqué. Des fois on a du mal même à remplir le A un peu mis bizarrement, le R. Et aujourd'hui il y a une chronique qui s'est faite comme quoi les bots de Google remplissaient mieux les captcha actuels, qui ont été demandés il y a quelques années, que les humains. Ils évoluent au fur et à mesure. Et c'est une course à l'innovation. Est-ce que les humains, est-ce que les bots vont réussir à suivre les humains ou pas? Mais on peut se dire aujourd'hui que avec tout l'entraînement des humains, les bots réussissent mieux les captcha que les humains eux-mêmes. C'est fou. Ouais, bah oui. C'est une preuve que dans certains domaines, il y a des IA qui pourront dépasser les humains, quoi. Voilà, mais en même temps, ça met en lumière aussi le fait qu'elles arrivent à le dépasser par l'humain en fait, puisque c'est le travail de milliers d'humains qui ont travaillé ensemble, sûr, qui fait qu'on va retrouver ces bots là aussi performants. Quelque chose de plus puissant, ouais. Voilà, donc l'intelligence collective finalement, on y revient. C'est vrai. Donc c'était pour vous représenter un QR code maintenant un peu plus grand, donc 29 par 29, qui lui peut contenir 127 chiffres. Et en fait ça peut faire un énorme nombre,
Et avec toutes ces combinaisons, on peut attribuer un QR code à chaque particule qu'il y a dans l'univers observable. Et Donc c'est pour situer un peu le nombre de possibilités, quoi. alors je me demande pourquoi est-ce qu'on code pas tous nos fichiers en QR code du coup. Ça peut peut-être prendre moins de place. Ouais, bah en fait, après le QR code te donne juste, on va dire, un nombre. Après, je pense que c'est compliqué de transférer le À nombre. chaque fois il faudrait, Ouais. c'est une matrice que tu devrais mettre tout le temps dans un logiciel. Mais ouais, les QR codes, tu peux en avoir aussi des. Le plus grand fait Ah ouais, 177 par 177. Ouais, c'est ça. Hmm. Donc ouais, là c'est. Et ça tout le monde peut le faire avec un logiciel. Bah, à mon avis, oui. Enfin, en tout cas, je sais que t'en as des plus petits, faciles d'accès sur Internet. Tu peux mettre un lien et on pourra voir sur la slide d'après. Tu peux y mettre un lien, par exemple Instagram. Genre, comme par exemple nous follow sur Instagram. Alors si vous regardez avec déjà votre téléphone, ça peut être compliqué de scanner le QR code. Je sais que vous pouvez prendre un screen et regarder avec des applications, utiliser la photo comme QR code pour le lire. Donc suivez-nous sur Instagram, c'est important, on met des nouvelles... dès qu'on peut, dès qu'on a du nouveau contenu, comme par exemple avec Léo aujourd'hui, on mettra des petites rediffs, des moments intéressants, importants. Donc ouais, là c'est un bon exemple aussi de l'avantage des QR codes, c'est que tu peux y mettre une image au milieu et il pourra toujours le lire en fait. Ouais, on a une personnalisation de l'utilisateur, on peut vraiment comprendre ce qu'il en est, parce que c'est vrai qu'avec juste du noir et blanc, des fois se repérer avec les QR codes ça peut être complexe et c'est pas forcément toujours très joli, j'ai l'impression. Donc voilà un autre exemple de QR code. Est-ce que tu peux nous dire à qui c'est ce snap, Joachim? C'est à Jojo Pigeon ce snap. Donc le tien. Oui, c'est ça. Là, c'est marrant, le modèle du QR code n'a rien à voir avec En fait, un ouais, QR code lambda. Est-ce qu'on peut disons. revenir sur la slide d'avant? et s'il c'est vous plaît? ça que j'ai oublié de dire, c'est que en fait La forme n'a aucune importance. ouais, c'est ça. En fait, ouais, tu peux faut qu'il y ait une forme de loin, faut que ça soit un peu pareil, mais pour le lecteur, il trouve pas la différence, on va dire. Donc le lecteur est habitué à ce genre de forme en fait. Ouais, c'est ça. Merci Joachim. Donc Qu'est-ce que ça t'inspire, Léo? Est-ce que ça te parle? Est-ce que t'es un peu perdu? Bah, c'est vrai que c'est pas forcément. On n'est pas trop sur le thème de base, mais. Non, mais c'est hyper intéressant, Franchement, plein d'infos que je ne soupçonnais pas, très sincèrement. Donc, bah, ça laisse à croire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. T'en utilises toi des QR codes tous les jours? Du tout. Je sais pas comment je pourrais les utiliser, mais c'est vrai que c'est une bonne Alors, remarque. pour avoir testé, hein, comme dit Joachim, on peut jouer un peu avec. Ah ouais. Moi j'ai une application sur mon téléphone, ça se voit super vite mes QR codes sur Google Play Ok. ou l'équivalent iOS, hein, j'ai pas d'iPhone. Mais tu te retrouves rapidement avec une application qui te permet de créer ton QR code. Tu vas mettre ton URL, Ok. ton texte, et il va te générer automatiquement ton Incroyable. QR code que tu vas pouvoir exporter. Donc ouais, Eh ben, si sur jamais t'en des- as besoin. Sur des CV, c'est une bonne idée, ça. Sur des CV, c'est intéressant. ça se fait, c'est vrai que Aujourd'hui, ça se ça fait, se fait de plus en plus. Ça se fait. On a quelqu'un qui est à la régie et ici qui, je crois, en a mis un sur son CV. Et c'est vrai que pour des portfolios, des choses comme ça, c'est hyper intéressant Exactement. de les Ouais. caler. C'est vrai. Je pense même dans votre pour certains projets, pour certains URL, pour Ouais, montrer ce qui a été complètement. fait, c'est vrai que c'est hyper pertinent. Donc, ouais, ne peut-être pas hésiter. Moi, j'en ai vu, mais malheureusement, trop peu exploité. Trop peu exploité. Ouais. On verra si tu les utilises à l'avenir. Mm. Est-ce que tu peux me redonner la question? Ah, est-ce qu'on peut demander une lettre de recommandation en QR code? Je crois que c'est ça la question. Sur les CV. Sur les CV, une lettre de recommandation sur les CV en QR Ça, code.
En QR code. Est-ce que tu penses que Et- ça pourrait le faire? Bah, ça pourrait être innovant, franchement, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Après, tu veux dire, est-ce que l'employeur peut demander, est légitime pour demander? Non, ce serait plutôt, je pense que la question est plutôt ciblée sur quelqu'un qui voudrait mettre sa lettre de recommandation de l'employeur sur son D'accord. CV. Ah oui, complètement, complètement. D'ailleurs, ça rendrait même plus ergonomique le tout, parce que l'horreur du recruteur, c'est d'avoir un CV sur 5 pages avec une lettre de motivation, 3 lettres de recommandation. Jamais le recruteur, il a le temps je veux dire, on passe pas en revue nombreux documents. Donc, non, ça permettrait d'être efficace, concis, d'avoir un CV sur une page avec justement cette recommandation sans avoir à donner 3, 4, 5, 10 documents. Donc non, franchement, à conseiller, ouais. Et ça me permet de rebondir, de revenir sur un peu l'interview en te demandant est-ce qu'aujourd'hui la lettre de motivation c'est encore d'actualité? Plus du tout. Malheureusement, on le voit, une lettre de recommandation, si on en demande une, c'est ChatGPT qui va l'écrire. Donc ça perd un peu de son sens. Il n'y a rien de plus vrai que le réel et la motivation à la rigueur en un coup de téléphone, ça peut être mesuré. Donc c'est pas sur le papier que ça se mesure la motivation, c'est vraiment par un coup de téléphone. Et si on vous en demande une, c'est que c'est vraiment des employeurs vieille école, et j'en doute dans vos secteurs d'activité qui sont l'info, la cyber, etc., qu'on vous demande une lettre de recommandation. C'est à proscrire et même ça peut faire peur parce que l'intérêt est vraiment trop maigre, quoi. D'accord, donc ouais, à proscrire. Moi Ouais. j'ai pu voir, on a pu voir avec notre école une idée qui est venue, c'est de faire comme une lettre de motivation mais filmée, de se filmer motivé. Je pense que ça peut être une bonne idée. Ça peut être une très bonne idée, mais je pense encore plus dans les métiers type pour un directeur commercial, pour un responsable marketing, Quelque ce genre chose de où on choses. va avoir affaire aux clients peut-être. Complètement. Je pense que quand tu es au contact de la clientèle, des premiers intéressés, ça peut être hyper pertinent que de faire une vidéo. Mais j'appellerais pas ça une vidéo de motivation, parce que c'est pas vraiment. Ce serait plutôt une vidéo de présentation plus que de motivation, comme pouvait l'être la lettre, je pense, auparavant. Parce que voilà, sa motivation, pour la mesurer, rien de plus vrai qu'un entretien. D'être en réel. Ouais. Mais la vidéo, ouais, plutôt ok pour les postes de commerciaux, marketing, communication aussi, je pense que ça peut être intéressant. Avant qu'on se laisse, Léo, est-ce que tu as des dernières petites choses à dire, des petits conseils, un retour sur cette expérience sur le plateau? Bah déjà, très, très content d'être venu chez vous, c'était très, très riche. Merci, en tout cas. Et bah, si vous avez besoin de petits tips pour être recruté dans la structure qui vous intéresse tout particulièrement, moi ce que je vous invite c'est à être concis, à faire des retours et à ne pas laisser les interlocuteurs sans retour. Avoir un CV sur une page, par pitié. Non, je rigole, mais vraiment, j'en vois tous les jours et malheureusement, rares sont les CV sur une page. Donc, un condensé d'informations, de vos projets, de ce que vous avez pu mettre en place et soyez précis, faites des retours et un maximum d'entretiens parce que c'est gratuit. Donc, voilà, ça Merci. maximise vos chances et ça vous permet de Tu nous vous as informer. facilité le travail en faisant nos petits résumés. On n'aura pas besoin de retravailler aujourd'hui la vidéo. En tout cas, merci d'être venu. J'ai apprécié t'avoir sur le plateau. Je pense que Joachim en dira autant. Ouais, bah c'était cool. On a appris plein de trucs sur un domaine que je connaissais pas trop, pas du tout. Et personnellement, je pensais avoir un peu fait le tour du recrutement, notamment avec les forums, comme je te disais. Et je vois qu'en fait, je connais pas grand chose et que c'est important de se renseigner pour. Complètement, c'est un vaste Pour avancer. monde. C'est un vaste monde et vous aurez encore des infos, je pense. Et si besoin, n'hésitez surtout pas. Des petits tips pour les entretiens, si vous voulez voilà, vous mettre en totale corrélation avec votre cible, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je serai content de vous aider dans vos Voilà. recherches. Ceux qui sont arrivés en cours de route, Léo Liègre sur LinkedIn. À suivre hein, pour le réseau. Le réseau, c'est important. Complètement. Merci Léo, on se quitte là-dessus. Merci à vous en tout cas. Merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Ciao.